Cher Michel Perrault, c'est un grand honneur et un plaisir personnel de vous accueillir ce soir pour la conférence inaugurale de l'édition 2018 de Cité Philo. Au nom de l'association, de ses partenaires, des personnes réunies ici ce soir dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté d'ouvrir ces rencontres et de nous conduire sur les traces de l'histoire des femmes, territoire dont vous êtes l'une des premières exploratrices. Avant de vous écouter, quelques mots sur votre parcours, sur les bornes et les repères que vous avez plantés, sur les questions que vous avez ouvertes, qui nous éclairent et qui nous ont stimulés pour préparer le programme sur le féminin singulier universel. En janvier dernier, au moment du débat sur la dénonciation des violences faites aux femmes, vous avez pris position dans un entretien publié par Le Monde. Vous avez parlé calmement, fermement. Je vous en ai été très reconnaissante. Certes, l'historienne n'est pas une redresseuse de tort. L'histoire n'a pas non plus vocation rédemptrice. Mais toute votre démarche pour comprendre les événements du passé, pour les faire comprendre, pour éclairer le présent, et à partir de là, pour changer notre regard, tout ceci procède d'une volonté de rendre justice, c'est une citation de Franz Kafka, sortir de la rangée des assassins ou du camp des injustes. Je vous cite. Historienne du XIXe siècle, depuis votre thèse sur le mouvement ouvrier et les grèves, vous n'avez cessé d'analyser la dimension disruptive de la prise de parole. La parole joyeuse et festive des ouvriers grévistes, qui cèdent rarement la place aux ouvrières, la parole expérimentale et créative en mai 68, dont vous avez été témoin et actrice, celle des femmes, s'affirmant par la suite dans le mouvement de libération des années 70, vous soulignez le rôle subversif d'une parole qui refuse de se soumettre à la domination, à un ordre si habituel qu'on ne le voit plus, au point qu'il est indécent de le refuser ou de le dénoncer. Vous rappelez l'enjeu politique que constitue le contrôle sur le corps des femmes ou son émancipation, nous, notre corps, acquis fragile, réversible. Vous avez choisi l'histoire sans cesser d'aimer la littérature. Vous avez travaillé sur le quantitatif, la longue durée, les structures, sans jamais méconnaître le qualitatif, le singulier, les ruptures. Au sein des groupes et des collectifs, vous restez attentive à la diversité des personnages, au grain des voix. Formée à l'université d'après-guerre et à ses grands systèmes de pensée, marxisme, structuralisme, vous êtes restée à l'écoute du chatoiement humain qui suscite inlassablement votre curiosité, notamment à l'égard des femmes, de l'histoire des femmes, que vous avez contribué à sortir des profondeurs insondables du silence dans lequel elles étaient reléguées. Grâce à vos travaux, grâce à toute une vie de travail consacrée aux femmes, à la liberté des femmes, beaucoup ont pris conscience de cet effacement. Beaucoup ont compris les enjeux d'une historiographie nouvelle, nourrie de sources et d'archives dont vous avez montré la nécessité. Historienne de l'intime, vous avez affirmé avec Michel Foucault, ce philosophe qui fait de l'histoire, je vous cite, dont vous étiez proche, vous avez affirmé la dimension politique des espaces privés, la chambre, espace de relégation pour les femmes, mais aussi espace de liberté. Revendiquer une chambre à soi pour George Sand, comme pour Virginia Woolf, c'est prendre le chemin de l'autonomie, de l'émancipation, message entendu par des générations de femmes. N'appartenant à aucune école, méfiante à l'égard de l'autorité, comme à l'égard de ce qui pourrait refermer les études féministes sur elles-mêmes, vous avez adopté, voire constitué, une méthode en faisant de l'histoire des femmes une autre histoire, une histoire qui valorise la production collective, celle de l'histoire de la vie privée et celle de l'histoire des femmes en Occident. Sous votre impulsion, l'histoire des femmes est une agora égalitaire qui rassemble des jeux multiples et singuliers. Le programme des rencontres qui s'ouvre aujourd'hui s'inspire de cet élan et de ces questionnements. Qu'en est-il de la relation entre les hommes et les femmes, dont votre collègue et amie Françoise Héritier a fait l'anthropologie? Que nous disent aujourd'hui les philosophes, les sociologues, les historiens des interrogations et des luttes féministes?
La mélancolie ouvrière, cet espoir déçu, trouve-t-elle un écho optimiste dans la vie foisonnante et généreuse de George Sand, à qui vous consacrez votre récent ouvrage? On a le droit de l'espérer, et c'est dans cet esprit que je propose de vous écouter. Merci. On peut dire autre chose, mais du fond du cœur. Merci à vous d'être là, public jeune, magnifique et philosophe. C'est vraiment très bien. Alors, vous ne vous étonnerez pas qu'une historienne vous raconte une histoire, en l'occurrence celle de l'histoire des femmes, dont nous avons convenu. Si je voulais faire mélo, je dirais de la nuit à la lumière. Mais je déteste le mélo, et en plus, ça serait très faux. Par conséquent, ce n'est pas cela que je veux dire, mais vous montrer quand même comment, depuis, disons, les années 70, ça va faire quand même un demi-siècle, tout ça, l'histoire des femmes s'est développée, et pourquoi, et comment, et où en est-elle aujourd'hui, ce qu'on pourra évoquer. Je voudrais surtout ne pas essayer d'être trop long, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de questions à poser. Donc, au besoin, par moment, je vais passer, et vous garderez ce que vous voulez surtout me demander, parce que le champ est immense, et par conséquent, on peut parler de beaucoup de choses. Je voudrais d'abord rappeler une chose bien simple, mais qu'on oublie toujours, c'est que le mot « histoire » a deux sens, au moins. Un sens, ce qui s'est passé, ce que les Anglais appellent « story ». Et puis, le récit que l'on en fait, ce qui n'est pas du tout la même chose, et que les Anglais appellent « history », les féministes ayant d'ailleurs dit « her story ». Bon. Il y a eu tout un débat autour de ça, mais peu importe. Cette distinction est très importante, parce que il est évident, il est clair que les femmes ont toujours été là, depuis les commencements de l'humanité. Et que donc elles ont fait des choses, elles ont pensé des choses, etc., qu'évidemment nous ne savons pas plus d'ailleurs que pour leurs compagnons, qui nous sont aussi très inconnus. Il faut faire attention, l'oubli, ça concerne tout le monde. L'oubli contre lequel l'historien lutte, c'est quelque chose qui englobe. Nous savons très peu de choses, au fond, sur la manière dont les gens ont vécu, ce qu'ils ont pensé, etc. Et ce que nous arrivons à faire émerger est très peu de choses pour les hommes et pour les femmes. Mais encore moins pour les femmes. C'est ça, la question. Vous voyez, c'est ça la différence. Alors, toute notre question, c'est comment les femmes ont-elles émergé au récit que l'on a fait de l'histoire? Et pourquoi, en effet, est-ce qu'on parlait si peu d'elles, si peu? On n'en parlait pas, attention. En réalité, les femmes sont représentées beaucoup. Quand on regarde un musée, on voit des images de femmes. À la limite, on ne voit même que ça. Les peintres, les sculpteurs, à l'envie, ont peint, sculpté des visages de femmes, des corps de femmes. Elles sont représentées. Mais elles sont représentées très majoritairement par des hommes. Encore que, là aussi, il y a un très gros effort qui se fait pour faire émerger les artistes femmes, qui sont plus nombreuses que ce que l'on croit généralement. Mais quand même, les hommes sont majoritaires. Les femmes ne pouvaient pas se peindre elles-mêmes. Le pinceau leur était aussi interdit que la plume. Et devenir artiste peintre était aussi difficile, peut-être même encore plus difficile, que de devenir une écrivaine. Je pense que c'était plus facile de devenir une écrivaine. L'écriture était tout de même plus accessible que la peinture. Tout ça pour vous dire que dans la représentation, les femmes sont. Dans le discours, les femmes sont. Ce que sont les femmes, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, etc., etc. C'est au cœur du discours philosophique antique, par exemple, ou des moralistes, ou de quantité d'autres. Donc, ce n'est pas un silence total sur les femmes, pas du tout, mais c'est qu'elles sont
un peu clouée au mur et sans parole elle-même. Alors, ce qui est difficile, mais pas du tout insurmontable, mais ce qui est déjà très intéressant comme réflexion, c'est la question des sources. Pour faire de l'histoire, il faut évidemment des sources, des documents. Or, c'est vrai qu'on a, au premier abord, plus de difficultés à trouver des sources sur les femmes. Pourquoi? Eh bien, parce que les femmes n'étaient pas enregistrées. Par exemple, dans les statistiques, je viens vraiment à des périodes récentes, au XIXe siècle, mettons, on ne distinguait pas, il a fallu arriver à la fin du XIXe pour qu'on distingue les sexes dans la statistique économique. Des travailleurs, oui, on commence à faire la comptabilité des ouvriers à partir de 1850, mais on ne distingue pas le sexe. Bon, or, nous savons bien, mais beaucoup d'autres études l'ont montré, qu'il y avait des femmes, beaucoup, et des jeunes femmes surtout, dans les manufactures. De même, quand j'ai étudié les grèves, puisque ça a été le sujet de ma thèse, on disait ils font grève. Ben, je me disais, oui, mais des hommes, des femmes, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et pour arriver à trouver la place des femmes, il fallait souvent descendre au niveau du commissaire de police, à partir du moment où le rapport était pour le préfet, où le préfet demandait des récits, enfin des comptes rendus, un récit c'est bien ambitieux, des grèves, c'était le il enrobait tout le monde. Le commissaire de police, lui, il était beaucoup plus nuancé, et quand il y avait une femme qui s'était un petit peu distinguée par le chahut, il la nommait. Donc, il y a une difficulté au niveau des sources déjà. On les enregistre moins, on dit « il » pour « elles » quand elles sont là, et ça les masque beaucoup. Et c'est un sujet de réflexion. Il faut aller davantage vers les sources privées. Les sources privées parlent davantage des femmes. Par exemple, au XIXe siècle, les femmes, au moins de la bourgeoisie, commencent à écrire, et elles sont même épistolières. Et même dans la famille, on leur demande d'écrire des lettres. C'est elles qui sont un petit peu les épistolières de la famille. Donc, de ce côté-là, on retrouve des écrits de femmes quand ils n'ont pas été détruits. Parce qu'il y a aussi le gros problème de la destruction, et ce problème de la destruction touche tout le monde, là aussi. On fait un déménagement, on ne va pas garder les lettres de grand-père, de grand-mère, tout ça, bon, très bien. Mais on observe que très souvent, les écrits de femmes sont plus souvent détruits que celles des hommes. Un tout petit exemple, journaux intimes. Les jeunes filles tenaient leur journal intime. Beaucoup de garçons aussi. Ça a été au XIXe siècle un mode d'expression pour les adolescents et les adolescentes. Mais je dirais davantage encore pour les filles que pour les garçons. On en a très peu conservé. C'était considéré comme une littérature négligeable. Après tout, il ne fallait même pas trop en parler. Les femmes elles-mêmes, souvent, détruisant leur propre journal. Il y a quelques années, enfin déjà pas mal d'années, je faisais à Jussieu un séminaire dans mon université, un séminaire sur l'histoire de la vie privée et sur le journal intime. Et un jour, un étudiant arrive triomphant, me dit « Michel Perrault, vous allez être contente, chez un bouquiniste, j'ai trouvé ça. » Et il me donne ça. C'était sous un petit carton, enfin une espèce de petit volume cartonné, disons, et c'était le journal d'une jeune fille, Caroline Bram. Et bon, au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais naturellement, je l'ai lu, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, et il m'a raconté que c'était relégué avec des livres pieux, dans un coin, dans des livres pieux, et vraiment complètement négligé. Et nous nous sommes aperçus, lui et moi, parce que nous avons travaillé ensuite sur ce journal que nous avons édité d'ailleurs, que c'était probablement un petit volume dans une série. C'était un journal d'une période, d'une jeune fille qui visiblement avait tenu son journal pendant très longtemps. Donc on détruit, et
les femmes, encore une fois, j'y reviens, se dévaluent elles-mêmes. Hein. La pudeur féminine faisait que souvent, on ne voulait pas que ces choses-là soient lues par quelqu'un d'autre. Et donc, on détruit les lettres d'amour. Beaucoup de femmes détruisent leurs lettres d'amour. Elles détruisent leurs lettres d'amour parce que le sens de l'intime, le sens de la pudeur, et puis aussi, c'est à moi, et si quelqu'un le lit, il ne comprendra pas ce que ça a été. Et même on se moquera de moi, hein, d'avoir aimé tellement un tel. Donc, il y a beaucoup de destruction de ces papiers privés, de ces papiers intimes, par tout le monde, mais aussi par les femmes. Prendre conscience de soi, de l'intérêt que l'on peut représenter, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas simple et qui fait partie de la conscience de soi, en quelque sorte. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que devant les sources, comme évidemment devant le récit, encore plus devant le récit, ce qui compte, c'est le regard. D'ailleurs, en histoire, de manière générale, c'est le regard qui compte. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est le regard qu'une société présente, à un moment quelconque, porte sur le passé. Elle se demande, bon, pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était intéressant, etc. Et par conséquent, toute histoire est un peu fille du présent. Ce que je vous dis là n'est pas du tout pour relativiser l'histoire, pas du tout. Hein. L'histoire a ses méthodes et elle cherche aussi à établir des choses plus générales, à établir une vérité, enfin si on peut y arriver toutefois. Mais malgré tout, les sujets, les objets d'histoire sont un peu fils d'un temps qui change. Par exemple, moi personnellement, dans ma génération, ce qui dominait, c'était l'histoire économique et sociale. Hein, c'était ça. On voulait faire l'histoire de l'économie, des sociétés, et des sociétés, mais des sociétés en les comptant, en mesurant un petit peu ce que pouvait être la bourgeoisie, la classe ouvrière, avec des recensements, etc. etc. On ne s'occupait pas tellement de littérature, on laissait ça au littéraire, et on ne s'occupait pas de vie privée. Ça ne faisait pas partie des objets d'histoire. Autrement dit, dans ma génération, j'ai à la fois assisté, et naturellement j'ai été partie prenante, ô combien, d'une évolution de l'histoire qui fait que des choses comme les enfants, les émotions, je pense à mon collègue et ami Alain Corbin, par exemple, hein, les larmes, le rire, hein, les gestes, la parole, le quotidien, l'amour, le mariage, la sexualité, etc., etc., sont devenus des objets dominants, alors que la vieille histoire économique et sociale a été, il faut bien le reconnaître, reléguée, j'allais dire, parfois c'est regrettable. Il est parfois regrettable qu'on ne continue pas à se poser ces questions fondamentales de l'économie et de la société comme on pouvait le faire. Mais l'histoire s'est prodigieusement enrichie et elle s'est enrichie. Ça a été favorable à une histoire des femmes dont je vais vous raconter évidemment l'émergence. Il est certain que le foisonnement des objets, l'intérêt pour le privé, l'intérêt pour d'autres choses a été un facteur favorable, bien sûr, à l'histoire des femmes. Donc, l'histoire comme regard qui fait émerger en quelque sorte de nouveaux objets. Alors, comment cette histoire des femmes est-elle née? D'abord, il faut quand même être modeste. De l'histoire des femmes, tout de même, il y en a eu avant nous. Il y en a eu avant nous, il ne faut pas exagérer. Des collègues, je pense notamment à Nicole Pellegrin, qui est une spécialiste de l'époque moderne, a cherché à l'époque moderne les écrits sur les femmes, et elle en a trouvé, écrits de femmes par des femmes. C'est pas elle en a fait émerger un certain nombre. Et ces femmes-là n'étaient pas les seules. Il y avait aussi des hommes qui s'intéressaient à l'histoire des femmes. Mais quand on regarde cette histoire, on s'aperçoit que très souvent, et elle nous intéresse d'ailleurs aussi beaucoup, c'était autour de figures. Les figures nous intéressent bien sûr, mais des figures qui étaient un peu des stéréotypes, souvent. Les reines, les saintes,
et les femmes galantes. Voilà, c'était les trois figures qui, au fond, résumaient un petit peu une possible histoire des femmes. Les saintes, bien sûr, les saintes, bien sûr. Encore que Colette Cognier, qui a écrit un livre sur l'histoire des saintes, elle a fait une statistique très intéressante, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais en gros, elle dit qu'il n'y a guère que, dans l'histoire des saints et saintes, il n'y a guère que 30% de femmes. C'est pas ? Autrement dit, les saintes quand même, qui ont certainement été très nombreuses. D'abord, premièrement, les femmes, c'était leur vocation. Hein. Dans l'Église, il fallait qu'elles soient des saintes et qu'elles renoncent, etc. Donc, les saintes aussi ont été dans l'ombre. Hein, et on ne les a pas autant racontées que les hommes. Il y avait là aussi une différence entre les hommes et les femmes. Alors, les reines, bien sûr, les reines, c'est très, très important. Et les reines, on les a beaucoup racontées, un peu aussi dans la perspective de l'histoire française, c'est-à-dire la reine doit n'être que la femme du roi. Il y a eu Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine était une reine extraordinaire, mais elle a été une reine néfaste, selon naturellement les esprits du temps. Si bien que les juristes ont, au XIVe siècle, pris la fameuse loi salique, la loi salique qui dit qu'une femme ne pourra pas régner. Ça sera Aliénor d'Aquitaine terminé, il n'y en aura plus. Et la reine, en effet, n'est que la femme du roi et elle ne peut être que régente. Les régences sont considérées comme des périodes dangereuses, très dangereuses, hein, dont il faut sortir le plus vite possible, vivement que le roi soit majeur pour qu'on ne parle plus de la régente. Autrement dit, faire l'histoire des reines, c'est pas seulement faire l'histoire de figures, mais pour nous, c'est interroger les rapports masculins, féminins par rapport au pouvoir. Et de ce point de vue-là, c'est très passionnant, extrêmement intéressant. Par exemple, si vous relisez, Michelet a beaucoup écrit sur les femmes, je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure, et il parle notamment de Catherine de Médicis, il en parle beaucoup. Hein, et il est extrêmement intéressant de voir ce que Michelet raconte sur Catherine de Médicis. Il dit, mais voilà ce qui arrive quand une femme est au pouvoir. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. D'abord, il y a des guerres de religion. Hein, il y a la Saint-Barthélemy. Et il met naturellement la Saint-Barthélemy entièrement sur le dos de Catherine de Médicis. Or, ce n'est pas du tout prouvé. Il semble qu'au contraire, elle était plutôt réticente devant le massacre de la Saint-Barthélemy, même si elle y a participé, bien sûr. Et puis, dit-il, Michelet, elle a 3 fils, ils sont homosexuels. Voilà, hein. Voilà le résultat d'une femme au pouvoir. La superstition, la cruauté et la déviation sexuelle. Voilà. Autrement dit, Michelet parle de Catherine de Médicis, mais à propos de Catherine de Médicis, il tient un discours sur le féminin. Hein, et sur ce que le féminin doit être par rapport, évidemment, au masculin. Donc, c'est vrai que ces histoires passionnantes, sur le plan de l'idéologie, etc., du pouvoir, sont extrêmement connotées, absolument. Hein. On peut les regarder comme une histoire tout à fait connotée. Donc, il y a eu des histoires, je viens de vous en citer quelques-unes, mais il est vrai que dans l'histoire, j'allais dire, quand elle devient une science, enfin quand elle prétend être une science, c'est-à-dire à partir de disons, le XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est vrai que les historiens se veulent des scientifiques. Et c'est vrai que, quelle que soit leur idéologie par ailleurs, ils ont un respect du document, de la méthode, de la recherche, de l'accumulation des documents pour pouvoir vraiment parler. Et Michelet en est un excellent exemple. Il a été un très grand historien et nous lui devons beaucoup, même si sur les femmes, nous pouvons ne pas être du tout d'accord avec lui. Donc, c'est vrai qu'à partir du 19e, les historiens disent « nous voulons être des gens sérieux, nous voulons rompre avec le n'importe quoi, avec les merveilles, etc. Nous voulons faire œuvre scientifique. » Mais cette histoire se développe et elle est avant tout une histoire du public. Pas
L'histoire, c'est l'histoire des règnes, l'histoire des guerres. C'est Niobos qui a été un grand maître de l'histoire française. Quand on lit son histoire, c'est ça. C'est les règnes, les guerres, les lois, très important, bien sûr. Voilà. Du privé, de la famille, du quotidien des gens. Oh si, Seignobos, il en parle bien un petit peu quand même. C'est un esprit tout à fait curieux, ouvert. Mais dans les marges, ce n'est pas un objet d'histoire. Avec l'école des annales, à partir des années 1920-1930, l'histoire économique et sociale alors devient reine. Donc elle laisse de côté l'histoire politique, elle a même tendance à la refouler, mais elle ne prend pas en compte les femmes. Non, la différence des sexes, non, c'est pas un problème qui se pose vraiment aux historiens. Si bien que toute cette histoire magnifique, l'école des annales, moi je suis un peu aussi une disciple de Marc Bloch, Lucien Febvre, et mon maître Labrousse appartenait à l'école des annales. Donc c'est des gens qui ont fait des choses formidables. Mais c'est vrai que cette question-là ne leur paraissait pas digne d'histoire. Quand élève de Labrousse, le grand maître de l'histoire économique et sociale, j'ai été lui demander timidement, monsieur, j'aimerais faire un sujet de maîtrise sous votre direction, un sujet de diplôme, on disait dans ce temps-là. Il me dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je lui ai répondu, monsieur, j'aimerais bien travailler sur le féminisme. Il faut dire que c'était 49 et que le deuxième sexe venait de sortir, Simone de Beauvoir. Donc j'étais... il m'a regardé gentiment. Il m'a dit, mademoiselle, vous voulez faire quelque chose de très actuel? Mais il m'a dit, non, vous ne ferez pas carrière avec ça. Et il m'a orienté vers quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'en réalité, je crois que je le provoquais gentiment, mais un petit peu quand même. Et il m'a orienté vers le monde ouvrier, et c'est vrai qu'au fond, ça correspondait profondément à ce que je pensais. Il fallait travailler sur le monde ouvrier, c'était ça qui était important, et je lui en ai su, évidemment, beaucoup de gré. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous donner un exemple. Dans les années 50, 1950, l'histoire à la Sorbonne, c'était certainement pas les femmes. Alors là, pas du tout. Ça paraissait quelque chose de pas du tout intéressant. Et le temps passe, et chacun travaille, etc., etc. Et puis, au fond, on fait rien sur les femmes, rien de particulier. Et puis arrive 68. Arrive 68, 68, les femmes, pas tant que ça. 68 est un mouvement assez viril, en réalité. Certes, les étudiantes y étaient. Oh combien, elles étaient là, dans les manifs, dans les réunions, oh combien. Mais malgré tout, pas dans la direction politique de 68. Les quatre grands, Krivine, Cohn-Bendit, Gesmar, Sauvageot, les quatre grands parisiens, qui dirigeaient le mouvement à Paris, c'est des hommes. Et dans les barricades, les garçons disaient aux filles, « Oh non, pas vous, non, c'est pas pour vous ça. C'était la grande nuit des barricades, c'était pas pour les filles. Il fallait que les filles, là, non, quand même. » Et les garçons se sentaient presque un peu le devoir viril de les protéger, tout à fait. Donc, 68 n'est pas féministe, mais le féminisme naît de 68. Alors là, incontestablement. Les femmes étaient là, on ne parlait pas d'elles, et alors elles disaient « nous ». Et c'est ainsi qu'à partir des années 70, le MLS se développe. Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire cette histoire-là, qui est autre chose, mais c'est important pour notre sujet, parce que c'est de là, au fond, qu'est née l'histoire des femmes. Alors, pardonnez-moi de vous parler un tout petit peu de moi, et vraiment comme une individu dans un collectif qui la dépasse évidemment très largement. J'étais à Jussieu, et bon, c'était une université nouvelle, très libre, etc., etc. On pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait, c'était très, très enthousiasmant. Et puis, le mouvement des femmes auquel je participais, les manifs, tout ça, bien sûr. Et puis, un jour, je me dis, mais quand même, je manifeste, je revendique, mais et dans mes cours, qu'est-ce que je raconte sur les femmes? Rien. Alors, je dis à deux de mes amis, plus jeunes d'ailleurs,
Je leur dis, vous savez pas ce qu'on devrait faire? On devrait faire un cours sur les femmes quand même. Ça serait bien, hein, ça serait bien. Alors elles me disent, bah oui, ça serait formidable. Alors, mais on ne savait pas comment le faire, hein, on n'avait pas de matériaux. Et au fond, on n'était même pas tellement sûr que les femmes avaient une histoire. Si bien, n'oubliez pas, Simone de Beauvoir, les femmes n'ont pas d'histoire. Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes. Je la cite, je la cite. Et naturellement, je ne suis pas du tout d'accord avec elle là-dessus. Pas du tout. Plus d'accord avec elle là-dessus. Mais c'était cela que l'on pensait. Et alors, on a intitulé notre cours, en 1973, « Les femmes ont-elles une histoire ?» Voilà. On a posé la question, les femmes ont-elles une histoire? Alors, je ne vais pas vous raconter naturellement tout ce qui s'est passé, encore que c'était tout à fait intéressant, parce que ce cours a suscité beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de résistance. Parce que les étudiants, par exemple, pensaient que nous détournions, les étudiants masculins, nous détournions l'énergie de la Révolution. Hein, et ils disaient, non, les femmes, non, non. Mais il fallait faire la Révolution d'abord. Hein, et après, ça résoudrait le problème des femmes, ce qu'a toujours pensé le marxisme, par ailleurs. Hein, on pourrait y revenir si vous voulez. Par conséquent, c'était... Mais d'un autre côté, ils n'ont quand même pas fait de chahut. Le premier cours a été légèrement chahuté, un petit peu. Hein. Mais c'était un chahut, j'allais dire, bienveillant. Mais bienveillant. Hein. Et notre cours sur les femmes a rencontré de l'intérêt et de la condescendance. Voilà. Hein. Nos collègues, alors là je ne parle pas des étudiants, nos collègues masculins, regardez ça, alors ceux de Jussieu quand même, avec plus de sympathie, avec pas mal de sympathie, mais toujours une légère condescendance malgré tout. C'était... Qu'est-ce qui leur prend? Moi, on m'a dit souvent, Michel Perrault, vous avez travaillé sur les grèves, c'était bien ce que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas continué? Quelle idée d'aller travailler sur les femmes. C'était un petit peu se dévaluer, vous voyez, c'était un petit peu se dévaloriser. Alors, je vais passer rapidement, naturellement. On a fait un cours en 73, ça a eu du succès, les étudiantes surtout, mais des étudiants aussi, s'y sont intéressés, ont demandé des sujets de maîtrise, de diplôme, comme on disait, bon, et le champ a commencé à se développer. Et puis on faisait des séminaires, des cours, on en a fait de plus en plus, et puis on faisait ça à Paris, mais c'était la même chose en province. À Aix-Marseille, ma collègue Yvonne Knibeller, à Toulouse, Roland Trempé, cher ami, Roland Trempé, morte il y a 2 ans, presque centenaire, c'était formidable, etc. À Paris 8, naturellement, à Vincennes, beaucoup, à Rennes également. Enfin, un petit peu partout, il y a eu des cours qui se sont développés sur l'histoire des femmes et la sociologie. Hein. Nos collègues sociologues, notamment les sociologues du travail, ont été pionnières dans ce domaine. Je pense à Margaret Marvani, à Madame Borzex, toutes ces femmes-là ont véritablement créé une sociologie du travail féminine. Je veux dire par là qu'elles ont posé la question du rapport des sexes dans le travail. Elles ont commencé à travailler sur les ouvrières, les employés de bureau, à poser toute la question de l'inégalité des salaires, des formations, question qu'on ne posait pas tellement avant. N'est-ce pas ? Autrement dit, de tous côtés, à partir des années 70, naissent des interrogations sur les femmes, dans toutes les disciplines. Je ne vous parle que de l'histoire, moi, mais c'était pareil ailleurs, y compris en littérature. À Paris 7, j'avais des collègues qui travaillaient sur Balzac. Elles se sont dit, pourquoi on ne travaillerait pas sur George Sand? Et elles ont ouvert des séminaires sur George Sand. C'est à partir des années 70 que George Sand, bien oublié dans l'histoire littéraire et dans l'histoire tout court, est ramené à des stéréotypes, ses amours, etc., qui sont très bien, mais qui ne résument pas son histoire et son importance. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a été redécouverte. Et elle a été redécouverte d'abord par les Américaines. C'est d'abord les feminist studies américains qui ont commencé à publier même une revue à partir des années 75 par là, sur George Sand. Et évidemment, c'est lié à ce changement du regard que j'évoquais tout à l'heure et qui est lié ici à
cette émergence de la question des femmes et des femmes elles-mêmes, évidemment, dans la société. Alors, pour revenir à l'histoire, je ne peux pas vous parler de tout, quelques dates. 73, ce cours dont je vous parlais, les femmes ont-elles une histoire? 10 ans plus tard, 83, nous faisons un colloque, on en a fait beaucoup, à Saint-Maximin. Une histoire des femmes est-elle possible? Nous ne doutions pas que les femmes avaient une histoire, la question était résolue, mais nous ne savions pas encore bien comment la faire, et nous la faisions déjà, nous la faisions. Mais ça posait des quantités de questions méthodologiques sur les sources, sur l'écriture, etc., etc. Donc, on réfléchit là-dessus. Et 10 ans encore après, à peu près, 91-92, nous publions, nous, vraiment, un collectif, Histoire des femmes en Occident. Vous voyez qu'en 20 ans, les choses avaient changé. Et que si nous avons accepté, car on nous l'a proposé, de faire l'histoire des femmes en Occident, c'est que nous avions quand même la matière pour le faire. 10 ans avant, on n'aurait certainement pas pu. Mais à ce moment-là, les choses étaient beaucoup plus mûres. Un homme, là, a joué un rôle important, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'hommes féministes qui avaient un autre regard sur les femmes, c'est Georges Duby. Georges Duby avait été le grand maître de l'histoire de la vie privée. C'est lui qui avait lancé l'histoire de la vie privée une quinzaine d'années auparavant. Et c'est lui qui, à la demande d'ailleurs d'un éditeur italien, les Italiens étant très ouverts, plus ouverts que nous sur ces questions, m'a un jour téléphoné en me disant « Michel Perrault, il y a un éditeur italien qui voudrait bien faire une storia della donna ». Alors, je dis « della donna », moi je ne connais pas, je connais que les femmes. On me dit « si vous voulez, les femmes ». Bon, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et nous avions une équipe déjà réunie, un séminaire qui se réunissait toutes les semaines, pas toutes les semaines, tous les 15 jours, pour s'approprier un petit peu les savoirs sur les femmes. Et formidable, dans cette équipe, il y avait Pauline Schmidt, spécialiste d'histoire antique, il y avait Christiane Clapiche, spécialiste d'histoire médiévale, Arlette Farge, il y avait une élève à moi, alors là que j'ai un petit peu appelée Françoise Thébault, qui est bien connue maintenant, et nous avons, et Geneviève Fraisse, qui a travaillé avec moi sur le 19e, nous avons fait ensemble le volume sur le 19e. Donc nous avions une équipe qui couvrait un petit peu toute la période, qui travaillait ensemble, et je leur ai dit, ben voilà, on nous fait cette proposition de faire une histoire des femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont commencé par me dire, oh là là, on ne va pas faire ça, c'est beaucoup trop compliqué, c'est bien trop lourd, on ne s'en sortira pas. Et puis, l'éditeur et Georges Duby revenaient à la charge, téléphonaient, où est-ce que vous en êtes de vos réflexions, etc., etc. Alors finalement, on a dit oui, et on s'est lancé en 88 à peu près dans cette entreprise qui a abouti à l'histoire des femmes en Occident. Et je ne ferai un dernier petit récit là-dessus, le terme de « en Occident ». Nous avions sans difficulté imposé le pluriel. On avait dit à la Terza, la femme, nous, on ne connaît pas. On ne connaît que des femmes. Pluriel, singulière, diverses. Oui, il voulait bien. Il n'y avait pas de problème. Mais on avait parlé d'histoire des femmes. Et avec Pauline Schmidt, nous sommes invités à aller à Genève. Le bruit courait que nous avions cette entreprise en route. Et ça intéressait pas mal de gens. Alors on nous invite à Genève pour venir en parler de ce projet qui n'était pas encore, évidemment, abouti. Et il y avait une salle assez importante d'ailleurs, et pas autant que vous. Il n'y avait pas autant de monde qu'ici ce soir. Et dans la discussion qui suit, un jeune homme lève la main et nous dit « mais vous nous avez parlé de toutes sortes de problèmes sur les femmes, mais est-ce que vous parlez des femmes? Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est les femmes occidentales? Est-ce que ce que vous dites là peut s'appliquer aux femmes du Maghreb, par exemple? » Et il s'est avéré que lui était un homme du Maghreb. Il ne trouvait pas. Et il ne trouvait pas que nous avions raison dans ce que nous avions dit.
Alors avec Pauline, à la sortie de tout ça, on a discuté, on s'est dit, dans le fond, il a raison. On ne va pas imposer notre histoire et notre vision de l'histoire à d'autres. Ça sera à elles de faire leur histoire. Les femmes du Maghreb, les femmes du Japon, ça sera à elles de faire tout ça. Et nous, on va dire les femmes en Occident. Voilà ce que nous sommes, nous. C'était déjà pas mal. Hein. C'était déjà pas mal de faire les femmes en Occident. Voilà. Alors vous voyez que cette histoire, elle est jalonnée de choses, hein, et de choses qui à chaque fois posent un problème. Hein. Et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. C'était ça qui était passionnant, parce que à chaque fois, nous avions des jalons pour poser une autre histoire. Je vous en donnerai encore un autre exemple tout à l'heure, mais il faut que j'avance un petit peu quand même. Alors, nous faisons l'histoire des femmes, 70 auteurs quand même, hein, 15% d'hommes. Je reconnais que ce n'est pas beaucoup, hein, il n'y a pas parité, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes à cette époque qui travaillaient sur les femmes. Et donc, ce n'était pas du tout un ostracisme, c'était tout de même les femmes qui avaient, depuis 20 ans déjà, développé beaucoup partout l'histoire des femmes. Très internationale, avec quand même une dominante française. Je pense qu'il y a quand même 60% d'historiennes et d'historiens français-françaises. Un lot important, un groupe important d'américaines. Les américaines qui ont été formidables, mais en même temps un petit peu tristes. Elles étaient un petit peu tristes parce qu'au fond, elles pensaient qu'elles, qui avaient été pionnières, et elles l'étaient, ça aurait été à elles d'avoir écrit ça, n'est-ce pas? Et il y avait un petit quelque chose. Bon, ceci dit, ça n'a pas du tout pesé, au contraire, sur le développement de cette histoire des femmes. Et puis des Espagnols, des Italiennes, pas mal d'Italiennes. Évidemment, l'éditeur était italien, la Terza, mais l'Italie était un pays qui s'était posé de manière différente de la France, différente, la question des femmes, et par conséquent, elles avaient développé aussi beaucoup les travaux. Alors, cet ouvrage a été publié, a eu du succès. Il a eu du succès en France, surtout auprès, j'allais dire, du public, plus que dans l'université. Il y avait toujours dans l'université un petit peu cette réserve sur les femmes, quoi. Qu'est-ce qu'elles veulent, enfin. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles nous embêtent un peu tout de même, dans le fond. Et par contre, dans le public, ça fait tilt. Comme si, en effet, il y avait une demande sous-jacente. Et je me souviens, très bien, je n'ai pas besoin de me souvenir beaucoup tout de même, c'était publié chez Plomb. Hein. Je ne vous parlerai pas des questions d'édition parce que ce serait bien intéressant, mais ça a été très compliqué. Finalement, ça a été édité par Plomb. Alors, grâce à Laura Adler, parce que Laura Adler était chez Plomb et elle a dit « moi je veux, moi je prends hein ». Et ça a été comme ça. Et il y avait chez Plomb une femme qui livrait les ouvrages chez les différents libraires de Paris avec un tricycle, une espèce de triporteur. Et elle nous disait, elle venait nous dire, elle me dit, vous savez, quand je transporte l'histoire des femmes, parce que je suis contente. Elle se sentait concernée. Hein, je me souviens, elle était costaud, elle conduisait son tricycle dans Paris avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, mais elle venait nous dire, quand c'est l'histoire des femmes, je suis vraiment contente. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, il y a eu cet accueil, et l'ouvrage est actuellement traduit en 12 langues. Bon, ça pourrait être plus, hein, ça pourrait être plus. Bon, enfin, après tout, c'est pas si mal. C'est déjà un petit quelque chose. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est quels étaient les problématiques, les problèmes qui étaient dans cette histoire des femmes. Cette problématique, elle a évolué. Hein. Nous n'avons pas eu le même point de vue, évidemment, au début et à la fin, et les questions se sont un petit peu succédées. Au point de départ, je crois qu'il y avait l'idée de rendre visible, très simplement. Hein. Je vous ai parlé du silence, ce silence qui recouvre l'histoire des femmes. On voulait briser le silence, on voulait sortir de l'obscurité, becoming visible, comme il y a un ouvrage anglais qui s'est appelé comme ça, Becoming Visible. Et nous voulions tout simplement rendre visible. On n'avait peut-être pas
tellement d'autres prétentions au point de départ quand on a commencé à faire les recherches. Et puis, il y avait une deuxième image qui était, ou deuxième vision, si vous voulez, représentation, qui était tout de même les femmes opprimées, hein, les femmes victimes. Voilà. C'était quand même ça. C'était les femmes victimes. Alors, on s'intéressait beaucoup aux prostituées, on s'intéressait beaucoup à la naissance, aux problèmes de la mortinatalité des femmes en couche, enfin, tous les problèmes des femmes, finalement, du corps des femmes, mais du corps des femmes un peu opprimées, les mariages non consentis, toutes ces histoires-là nous intéressaient beaucoup, c'était ça qui nous intéressait. Et c'est par là qu'au fond, on a posé quelque chose qui est beaucoup plus problématique et qui est toujours repris aujourd'hui, la question de la domination masculine. La question de la domination masculine, elle commence à être véritablement formulée dans les années 80, 90 par là. C'est à ce moment-là que ça prend corps, et je dirais ça prend corps au plus haut niveau. Georges Duby, dont j'ai beaucoup parlé, était quelqu'un qui était tout à fait pénétré de cette idée-là. Il pensait que la domination masculine, oui, c'était quelque chose sur lequel il fallait beaucoup réfléchir. Par exemple, quand il a travaillé sur l'amour courtois, hein, alors l'amour courtois, c'est toujours très joli, les poèmes, il disait, mais attention, l'amour courtois, c'est un stratagème masculin. C'est quelque chose que les hommes ont mis au fond en place pour mieux conquérir les femmes, mieux les dominer. Enfin, ça a été d'ailleurs très contesté. La thèse de Georges Duby a fait l'objet de discussions. Il a été contesté sur ce point. Bon. Mais c'est l'époque aussi où Bourdieu va publier de la domination masculine. Et c'est l'époque où Françoise Héritier commence à mûrir, à écrire même, ce qui va être en 95, donc quelques années plus tard, le fameux ouvrage de Françoise Héritier, Masculin, féminin, tome 1, La pensée de la différence. Ouvrage absolument fondamental, que nous n'avions pas entre les mains au moment où nous avons évidemment écrit notre Histoire des femmes en Occident, mais qui a été ensuite pour nous une source d'inspiration tout à fait considérable, extrêmement importante. Je vous en redirai peut-être un petit mot tout à l'heure. Et puis alors, ensuite, enfin tout ça, ça se conjugue un petit peu en même temps, les femmes actives. On s'est dit, les femmes ne sont pas que dominées, elles ne sont pas que opprimées, elles résistent, elles agissent, il y a une espèce d'agentivité, comme disaient les Américaines, l'agentivité, l'action des femmes. Il y a une action des femmes. Et ça nous a évidemment beaucoup, on s'est efforcé de le retrouver. Et de ce point de vue-là, les travaux des ethnologues nous ont beaucoup aidés. De façon générale, l'histoire des femmes a été très pluridisciplinaire, hein, parce que nous avions à prendre aussi bien dans la sociologie du travail dont j'ai parlé tout à l'heure, que dans l'ethnologie. Par exemple, l'ouvrage d'Yvonne Verdier, que vous connaissez probablement, au moins de nom, Façon de dire, façon de faire, la cuisinière, la laveuse, la femme qui aide, et il y en a une quatrième que j'oublie probablement. Il y avait quatre femmes. C'est un ouvrage d'ethnologue magnifique. Françoise Verdier, morte très prématurément, il y a longtemps déjà dans un accident de voiture, avait étudié le village de Minot, en Bourgogne, Minot, M-I-N-O-T. Et elle avait étudié les rôles féminins. Voilà. Hein, ce que les ethnologues n'avaient pas tellement fait, justement. Hein. Elle a été une des premières à le faire. Et elle a pris, dans le village de Minot, les femmes action. Ah oui, la couturière, j'ai oublié la couturière. La couturière, la cuisinière, la femme qui aide, voilà. Moi, j'en oublie encore une maintenant. La femme qui lave, la laveuse. Bon. Et elle voit ces femmes dans le village. Quelle influence ont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Comment vivent-elles? Un travail
formidable qui a été publié chez Gallimard et que je vous recommande absolument. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'idées. On s'est dit, mais voilà, il faut étudier ça dans la société médiévale. Il faut voir ça au XIXe siècle. Il ne faut pas se contenter des rois, les reines, les courtisanes, c'est très bien, ça continue à nous intéresser. Mais la femme ordinaire, les femmes de tous les jours. Et par conséquent, regardez d'autres documents que ceux auxquels nous pouvons avoir accès, des documents du quotidien, etc., etc. Donc, ça amène ce regard à changer la méthode elle-même. Vous voyez, la méthode, la quête des documents, les questions que l'on pose aux documents, etc., etc. Et puis, ensuite, alors, vous allez me dire, et le genre le genre dont on parle tellement maintenant, vous n'en parliez pas. Je dirais que le mot genre, non, pas tout de suite. Le genre a été introduit dans l'historiographie par John Scott. Hein, John Scott, S-C-O-2-T. Hein. C'est une historienne que je connais très bien, c'est une de mes amies, qui, un petit peu plus jeune que moi d'ailleurs, qui avait travaillé elle aussi, comme moi, sur les ouvriers. Elle avait travaillé d'ailleurs, qui travaillait sur la France, qui était un gros avantage pour nous, évidemment. John Scott a été la première à publier en 1986 dans American Review un article sur le genre comme catégorie utile de l'analyse historique. Ça, c'est vraiment le premier texte fondamental sur le genre. Ce texte, cet article, a été traduit 2 ans après, en 88, dans une revue qu'éditait une philosophe que vous connaissez sûrement de nom, Françoise Collin, décédée il y a déjà quelques années, et qui avait créé une revue absolument magnifique sur les femmes. Et Hélénie Varicas, qui était une de mes doctorantes, avait traduit le texte de John Scott. Et le genre, alors vous allez dire, mais qu'est-ce que le genre apporte ? Eh bien, je crois que le genre apporte beaucoup. Le genre apporte beaucoup d'abord parce qu'il est une volonté de problématiser plus forte probablement que dans les travaux d'historiens ou d'historiennes qui sont souvent au point de départ plus descriptifs. Hein. On cherche des sources, on le trouve, on raconte. Bien sûr, on a la méthode, on a une méthode tout de même. Les historiens ont de la méthode aussi. Mais quelquefois, on ne problématise pas autant. Là, le genre, c'est se poser la question de la différence des sexes. Qu'est-ce que c'est que la différence des sexes dans toutes les instances d'une société, que ce soit au niveau du pouvoir, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la famille, au niveau de la sexualité, au niveau de la représentation. Comment les hommes et les femmes sont-ils dans ces différentes instances ? Prendre ça vraiment à bras le corps. Autrement dit, ne pas se contenter d'une histoire descriptive des femmes, de leur oppression, de leurs lieux, de tout ça, même de leurs actions quotidiennes, mais poser cette question-là. Hein. Et il est certain que ça traverse le champ historique, ça rend le champ historique beaucoup plus problématique et donc évidemment plus intéressant et plus dynamique, plus énergique d'une certaine manière. Vous me direz que cette question de la différence des sexes et du genre, il y a une femme qui l'avait posée, la toute première, c'est Simone de Beauvoir. N'est-ce pas ? Quand Simone de Beauvoir, en 1949, je le rappelle, dans Le Deuxième Sexe, écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et quelques années plus tard, elle a ajouté dans un de ses textes « On ne naît pas homme, on le devient ». Elle posait les bases d'une réflexion en termes de genre. C'est-à-dire que masculin, féminin sont des catégories culturelles nées de la culture et de l'histoire et pas enracinées dans le corps. Certes, on pourrait ajouter, et je pense que le développement de la biologie aujourd'hui amènerait peut-être à formuler encore autrement ce que dit Simone de Beauvoir. Nous naissons dans un corps sexué, hein, mais très rapidement, ce corps sexué est pris en compte, dominé, enveloppé par les catégories culturelles, par les mots. Tout de suite, les mots qui désignent « c'est une fille »,
c'est un garçon. Sexe de fille, sexe de garçon. Et tout de suite, ça devient culturel, historique, le corps lui-même est évacué. Et d'une certaine manière, poser la problématique du genre, c'est aussi redécouvrir le corps, le dévoiler, le montrer dans sa nudité, essayer de le retrouver autrement. Autrement dit, la problématique du genre est riche, elle a encore un autre avantage, c'est qu'elle pose la question des homosexualités. L'homosexualité est quelque chose que nous avions rencontré, bien sûr, et posé en histoire des femmes. Beaucoup de nos amis engagés, beaucoup d'entre nous engagés dans le mouvement des femmes étaient lesbiennes et se revendiquaient lesbiennes. Et ça leur donnait une force critique peut-être plus grande, justement. Et donc, la question était posée, mais elle n'était pas tellement théorisée. Et là, ça ouvrait la porte à une histoire qui s'est développée à partir des années 90 à peu près, des homosexualités masculines, féminines, avec des grands ouvrages comme Tamagne, Florence Tamagne, Thévenin. Et maintenant, c'est un domaine véritablement qui est développé de manière très importante. Donc, voilà pour le genre. Et vous voyez que c'est quelque chose de très important. Et alors, la question aussi que nous posions de plus en plus, et c'est une question fondamentale, c'était les femmes. Elles sont agents d'histoire, la fameuse agentivité. Elles font des choses, mais ces choses-là qu'elles font, quels effets ont-elles sur la société en général? Quel est, au fond, l'impact? Et c'est la question fondamentale, parce que ça, on l'a toujours nié. On a toujours nié que les femmes, au fond, aient eu aucune importance dans le développement des sociétés, surtout quand on voyait la politique, les guerres, où sont que les hommes, en définitive. Encore que c'est faux. Dans les guerres, il y a les femmes. Hein. Et poser la question des femmes dans la guerre 14-18, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Nous l'avons fait. Hein. On en parle moins aujourd'hui parce que comme la commémoration est surtout à juste titre, ça se comprend très bien. Bien sûr, les poilus sont morts en masse hein, et on ne saurait assez leur rendre hommage. Mais il faut faire attention que les femmes existaient à cette époque. Elles remplaçaient les hommes, elles avaient leur guerre à elles, elles ont souffert de la guerre, elles ont vécu aussi la guerre et l'histoire des femmes leur a réintégré cette place et il faut la penser dans un terme de masculin-féminin, de rapport masculin-féminin très important. Alors, cette question de l'effet des femmes sur l'histoire, je vais vous en donner un exemple. Françoise Héritier, que j'aime hein, et que je vénère absolument, a écrit Masculin-féminin, la pensée de la différence. Et Françoise Héritier, elle est structuraliste. C'est une disciple de Lévi-Strauss et comme tous les structuralistes, elle cherche des invariants, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Or, les historiens, eux, sont des gens du changement. Ce qui les intéresse, c'est ce qui change. Hein. Il y a là comme deux points de vue sur les sociétés. Le point de vue de la structure, ce qui reste, ce qui demeure, ce qui persiste, et le point de vue du changement, comment changent ou pas les structures. Et quand Françoise Héritier a publié son grand livre, nous, les historiennes, nous lui avions dit, mais Françoise, quand même, vous dites, on ne connaît que de la domination masculine, on ne connaît que la fameuse valence différentielle des sexes dont elle parle, à la fois dans toutes les sociétés émergées et dans tout le temps de l'histoire. On ne connaît pas autre chose, c'est ce qu'elle dit, et c'est son message très fort. Mais quand même, ça change, il y a du changement dans le temps. Comment est-ce que vous incorporez le changement dans votre analyse des structures? C'est une question dont nous avons beaucoup discuté, et je ne dirais pas que c'est à cause de ça, parce que Françoise Héritier était une femme engagée personnellement dans le mouvement des femmes, et elle n'avait pas besoin de nous pour voir les changements. Mais elle a publié un deuxième volume, Masculin, féminin, tome 2, Dissoudre la hiérarchie. N'est-ce pas ? Dissoudre la hiérarchie, ça dit très bien ce que ça veut dire. Cette fameuse hiérarchie des sexes, eh bien, aujourd'hui, car sa théorie, c'est que c'est la contraception, c'est la conquête par les femmes de la contraception qui les a rendues
maîtresse de la sexualité, absolument, elle a absolument raison, et par conséquent, c'est un fait, et alors là, nous, les historiennes, disons, c'est un fait historique, hein. C'est un fait historique, un événement historique tel que celui-là, qui a effectivement contribué à changer les structures du rapport masculin-féminin de manière prodigieuse, pas absolument prodigieuse. On peut dire que les grands changements des rapports hommes-femmes dans la naissance, dans la contraception et dans la sexualité, à partir du moment où les femmes ont la pilule et peuvent gérer la naissance, elles peuvent aussi gérer leur sexualité, alors que ce n'était pas le cas. C'était absolument pas le cas. Donc c'est un monde nouveau, un renversement très important qui se produit à partir de cela et à partir d'un événement, un événement qui apparaît dans le temps et qui est donc une césure dans et là l'agentivité. Alors vous allez me dire mais il n'y a pas que les femmes qui ont inventé la contraception. Vous avez raison. Vous avez raison, le rôle des médecins a été très important. C'est quand même le docteur Pincus qui a inventé la pilule contraceptive, hein. Mais on voit qu'il y avait une demande sociale, une demande féminine, masculine aussi, parce que en France, par exemple, les gens n'ont pas tous les enfants qu'ils pourraient avoir, hein. C'est clair, les démographes l'ont montré très bien, et il y avait donc un désir de restreindre les naissances, d'avoir des enfants quand on veut. Enfin, ce désir est un long désir qui s'exprime à partir de la fin du XVIIIe. Mais, et les démographes ont très bien montré ça, mais le rôle des femmes, là, a été très important. Et ça, on est arrivé à le montrer aussi bien. Autrement dit, les femmes ont commencé à s'emparer de ce problème-là, mezzo voce, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que par le timide et de plus en plus insistant d'une femme à son mari, chérie, fais attention. Hein, chérie, fais attention. Ce qui veut dire, retire-toi, hein, car des enfants, j'en ai déjà 3, j'en ai déjà 4, ça suffit comme ça. Et nous connaissons, nous avons des documents là-dessus qui montrent très bien cela. Donc, oui, le rôle des femmes a été très important dans le changement de la société, et on pourrait le montrer pour beaucoup d'autres choses. Autrement dit, les femmes, c'est pas seulement de la réintégrer pour les rendre visibles, c'est les réintégrer comme éléments de compréhension et d'intelligence de l'histoire en général. Et c'est là-dessus que je vais conclure, parce que 19h30, je voudrais vous laisser le temps de poser des questions. Faire l'histoire des femmes, c'est tout ça. C'est rendre visible ce qui était caché, certes. C'est par conséquent, pour les femmes, en train de lutter pour elles-mêmes, notamment depuis bien longtemps, à travers le féminisme. Hein. Le féminisme, je n'ai pas du tout prononcé le mot de féminisme, mais j'aurais pu et dû le prononcer. C'est une force considérable dont il faut faire l'histoire, et dont évidemment nous avons commencé très largement à faire l'histoire. Bon, faire l'histoire des femmes, c'est rendre visible, c'est aussi montrer les femmes opprimées, c'est aussi montrer les femmes en action, c'est aussi montrer l'évolution à travers le temps et depuis la plus haute antiquité des rapports entre les hommes et les femmes, qui ne sont pas une structure immobile, mais aussi quelque chose de changeant dans les représentations et dans les actions. Et c'est, au bout du compte, donner à l'histoire une plus grande intelligibilité, la rendre plus vaste, englober les hommes et les femmes qui l'ont faite, et finalement leur restituer à eux et elles l'histoire telle qu'ils l'ont faite et telle qu'ils l'ont vécue. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, il nous reste, je crois, une bonne demi-heure. Hein. C'est ça? Même plus? Même un peu plus. Un peu plus. Bon, très bien. Alors, Le temps que vous voulez. d'accord. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, et ça sera justement une manière de compléter tout ce que je n'ai pas dit et qui est innombrable. Un très 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 grand merci. Vous avez évoqué tout à l'heure, en 88, l'histoire des femmes en Occident.
Et vous avez dit, j'attends que d'autres femmes d'Asie, etc., se lèvent. Est-ce qu'elles se sont levées? Et si oui, avez-vous pu, en tant qu'historienne, voir des invariants ou au contraire des changements au cours de l'histoire, hein? Je m'adresse à vous comme historienne, comme vous vous êtes présentée. Alors oui, les femmes d'autres pays se sont emparées de leur propre histoire. Par exemple, quand nous avons... ça a été traduit en espagnol. L'histoire des femmes en Occident a été traduite en espagnol. Et il y avait en Espagne des femmes qui s'occupaient de cette traduction. Elles ont dit, mais on n'est pas beaucoup là-dedans, nous les Espagnols, hein. Elles ont eu envie de compléter le volume tel qu'il avait été conçu par des chapitres, même en supprimant un petit peu des choses ça et là, pour écrire plus précisément sur les femmes espagnoles. Voilà un exemple. Bon, en Italie, les femmes italiennes ont créé, chez le même éditeur d'ailleurs, La Terza, toute une série où elles ont repris des questions, alors là de manière plus thématique, les femmes et la naissance, les femmes et le mariage, les femmes et la mode, enfin des thèmes que nous abordons ça et là, mais en prenant un thème, naturellement en le développant à travers le temps. Alors là, voilà des exemples de femmes qui étaient d'ailleurs engagées avec nous dans cette histoire des femmes en Occident, mais qui ont souhaité les développer pour leur propre pays. Et puis alors, il y a eu le Japon. Au Japon, il y a maintenant une histoire des femmes japonaises que je n'ai pas lue. Hein, ça. Je ne lis pas le japonais, malheureusement, mais qui est un peu venu de ça. Hein, ça a été traduit en japonais. L'histoire des femmes en Occident a été traduit en japonais par un éditeur, M. Fujiwara, qui est c'est pas seulement pour nous, c'est un amoureux de la France, un amoureux. Alors oui, il a pris ça. Et bien, du coup, les féministes japonaises, car c'est souvent partie de groupes féministes, ont dit mais voilà. Nous aussi, il faut qu'on écrive notre histoire des femmes japonaises. Je sais si on en a à dire des choses. Et il existe maintenant une histoire des femmes japonaises. Alors, je ne suis pas... C'est l'exemple le plus considérable. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres exemples aussi continus que ceux-là. Voilà. Mais bon, le champ est ouvert. Hein. Le champ est ouvert et c'est une... À chaque fois que nous avons à intervenir quelque part, pour nous, c'est une incitation. Faites votre histoire, voilà, faites-la. À vous de la faire. Vous m'aviez posé une autre question. Il y avait des variantes, des invariantes, quand elles ont fait leur propre histoire, qui sont différentes de celles de l'Occident. Par exemple, l'histoire de la femme oui. africaine, etc. Est-ce que vous, en tant qu'historienne, vous avez observé des invariants ou bien c'est une étude à faire pour l'instant? Alors, je ne peux pas vous répondre à partir de ces histoires-là hein, qu'on vient d'évoquer, mais j'ai donné des invariants. Il y a un champ passionnant qui est le champ des religions. Qu'est-ce qu'il y a comme invariant dans le champ des religions et pas, les religions, finalement, elles changent, hein, elles aussi beaucoup. Donc, là aussi, introduire les structures de pensée, des religions qui ont parfois des analogies entre elles, dans la représentation, dans les rapports masculins-féminins, dans les religions, beaucoup. Hein. Et puis ceux qui changent, le problème de la visibilité du corps, parce que le voile est un grand problème pour nous aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que le voile a été inventé par les chrétiens. C'est les chrétiens qui, dans le monde occidental, dans le monde méditerranéen, ont inventé le voile Saint-Paul. N'est-ce pas ? Les femmes doivent être couvertes dans les assemblées, dit saint Paul, épître aux Corinthiens. N'est-ce pas ? Les religieuses doivent être voilées, couper leurs cheveux et être voilées. Donc, c'est quelque chose qui a existé bien avant le problème, évidemment, du voile islamique, qui revêt, évidemment, une autre signification, parce que les temps ont changé. Donc, oui, il y a cette place du corps des femmes, cette place de la visibilité du corps des femmes, ça c'est un peu un invariant, enfin, disons un invariant qui peut varier, mais quelque chose en tout cas qui est une structure de très très longue durée,
et que l'on peut en effet retrouver dans beaucoup de cultures et beaucoup de sociétés. Je crois qu'on pourrait retrouver beaucoup de choses comme ça, effectivement. Autre question. Oui, mais je vous remercie pour votre excellente conférence. Je suis là. Oui, je vois très mal. Oui. Elle ne me voit pas. Mais je voulais aussi vous interpeller face à la mort des femmes. Je suis encore surprise de voir dans des faire-part de décès dans le journal que les femmes ne naissent, le lapsus, il est pas mal, ne meurent pas au nom de leur nom. C'est-à-dire, on peut le voir, épouse de monsieur un tel, né un tel. Donc, je voulais savoir si ça avait un intérêt historique ou est-ce que c'était le pouvoir des hommes qui restait encore prégnante dans cette annonce de décès des femmes. Merci. La question, de toute façon, du nom marital oui, c'est une question. C'est une question. Les femmes qui se mariaient prenaient le nom de leur mari. Et pendant très longtemps, c'est apparu comme la normalité même. Hein, la normalité même. Même pas ça posait même pas de problème, dans le fond. Ça posait pas tellement de problèmes. Et puis, à partir du moment où les femmes prennent conscience d'elles-mêmes, elles se disent, mais pourquoi, dans le fond, hein? Bon, ceci étant, si elles ne prennent pas le nom de leur mari, elles vont prendre le nom de leur père. Bon, comment arriver à résoudre cette question? Comment arriver? Bon, ceci dit, on l'a quand même résolu en grande partie, puisque maintenant, une femme qui se marie peut garder son nom de jeune fille si elle le veut. Enfin, il n'y a pas tellement de questions. Je pense que dans les faire-part de décès, j'allais dire que c'est un petit peu les générations qui ont vécu cette situation. Moi, je sais que mon nom de jeune fille, c'est Roux. Quand je vais mourir, je ne vois pas du tout mes enfants, et moi non plus, si je leur écris un petit texte avant de mourir, je porterai le nom de mon mari, Perrault. Je n'ai jamais cherché jamais cherché à récupérer mon nom de jeune fille. C'est une question qui ne se posait pas, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quel moment un problème se pose. Oui, excusez-moi, parce que oui. l'annonce du décès, c'est épouse de Francis machin, né, voilà. C'est-à-dire, on annonce la mort de la femme, mais on met d'abord le nom du mari avec son prénom. Alors, est-ce que c'est spécifique dans le nord de la France? J'en sais rien. Mais toujours, si vous regardez les faire-part de décès, oui, on met le nom du mari et ensuite on met le nom de la femme, alors que c'est elle qui meurt. Eh bien, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut se révolter. Oui, ben non, j'ai pas de réponse à votre question. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Oui. Attends, vous avez peut-être un micro, hein? Oui. Je crois que dans l'histoire, il y a des phénomènes, comment on peut dire, d'inertie. Hein? Oui. Tout comme il y a des passages de rupture, il y a aussi quelque chose qui se prolonge, pas tellement suite à un choix, une sorte d'inertie. Évidemment, le problème soulevé tout à l'heure avait été bien intéressant, hein, mais il faut aussi tenir compte de ce fait, parce que l'histoire est plus complexe qu'on ne le croit, vous le savez bien, et il y a aussi ce phénomène, et dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Moi, personnellement, je me suis intéressé à l'histoire du mouvement ouvrier d'une façon particulière, et alors, combien de fois je me suis trouvé confronté à ce type de phénomène. Et pas parce que les gens n'y arrivaient pas intellectuellement. Non, parce que même au niveau de l'intellect, il y a quelque chose comme des dépôts. Hein, des dépôts qui pèsent. Et ça, je crois, c'est une question qui est dans le domaine sur le plan, voilà, celui qui fait de l'histoire, qui essaye de faire de l'histoire,
ne peut jamais oublier ça. Mais jamais dû. Oublier ça, Oui. je crois. Merci. Oui, je ne peux qu'être d'accord, bien sûr, bien sûr. Nous avons... le changement n'est pas tout le temps, c'est clair. Hein. Le changement est à la fois constant, parce que c'est des choses qui changent tous les jours, dont on ne se rend pas compte, et dont on va se rendre compte un jour, on va mesurer que des choses se sont passées, hein, et puis tout d'un coup on va le voir. Et puis il y a des changements beaucoup plus brutaux, liés à des guerres, à des événements très, très importants. Le changement est un mot. Et le changement revêt des formes extrêmement diverses. Et de toute façon, comme vous le dites très bien, le changement a affaire à l'inertie. C'est vrai que l'inertie, le non-changement, la structure, ce que les structuralistes appellent la structure, oui, ça existe. C'est absolument quelque chose qui perdure et qu'on n'arrive pas à changer, ou qu'on n'a même pas toujours envie de changer aussi. Hein. Parce que faut pas croire non plus que toutes les sociétés ont envie de changer. Hein, non, il y a des sociétés qui n'ont pas envie de changer. À certains moments, on a envie de reproduire ce qu'il y avait avant. On se sent rassuré. Au fond, c'est fatigant de changer. C'est vrai. Hein, c'est fatigant de changer. Et le changement, oui, le changement n'est pas une loi aussi facile à décrypter, et vous venez de le dire d'une autre manière que ça. C'est vrai. C'est compliqué. C'est le problème de l'historien, ça. Problème de l'historien. Pourquoi ça change ? Pas ? Comment ça change ? Et alors évidemment, pour les hommes et les femmes, c'est passionnant. C'est très, très passionnant. Je n'ai fait que paraphraser ce que vous avez dit. Oui, oui, vous-même. oui. Vous avez décrit la contraception comme un moyen de libération pour les femmes, mais est-ce qu'on ne peut pas également le voir comme un nouveau moyen de domination des femmes par les hommes, et notamment les médecins hommes, mais aussi que ce soit les femmes donc, qui subissent maintenant notamment ces hormones et pas les hommes. Attendez, j'ai besoin. Pourriez-vous parler un tout petit peu plus fort ? Oui, ça marche. Est-ce que la contraception n'est pas un nouveau moyen de domination par les hommes sur le corps des femmes ? Est-ce que la contraception est un moyen de domination des hommes sur le corps des femmes ? Disons que la contraception, me semble-t-il, ne règle pas la question de la domination masculine, bien sûr. Hein. Et certains hommes, en effet, ont pu, après tout, trouver que c'était confortable, que désormais, c'était l'affaire des femmes. La naissance, c'était l'affaire des femmes, et qu'ils n'avaient plus à se soucier de ça, dans le fond. Hein. Ils étaient libérés de ce qu'on leur avait fait quand même comprendre au fil du temps, que c'était quand même un peu à eux de faire gaffe, etc., etc. Donc oui, ça a peut-être pu être un moyen de dire aux femmes, puisque maintenant vous avez les moyens de gérer tout ça, il n'y a aucune raison que vous vous soustrayez au plaisir. Hein. Vous êtes un corps disponible. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont dit, mais ils pouvaient en effet dire il n'y a plus de raison de se refuser à l'amour, hein, puisque vous pouvez parfaitement gérer tout ça. Oui, c'est une possibilité, mais une parmi d'autres. Et je crois que malgré tout, le fait pour les femmes de gérer leur contraception les rend quand même maîtresses d'elles-mêmes, beaucoup plus quand même. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est quand même... il ne faut pas se défaire de ça, je pense quand même. C'est quand même quelque chose de très, très important. Je crois. C'est ouvert à la discussion, visiblement. C'est à moi ou pas ? S'il vous plaît. Oui, alors. Madame Perrault, je suis ici. Oui. Simplement, je voulais savoir, une question qui me vient comme ça, en paraphrasant un peu le titre, je voulais savoir si l'histoire des femmes, l'histoire singulière des femmes ou l'histoire de femmes singulières, qu'est-ce qu'elle apporte à l'universel de l'humain, pour ne pas dire à l'universel de l'homme, mais entendu au sens d'humain. Elle sert, me semble-t-il, d'abord à critiquer la notion d'universel. Qu'est-ce qu'un universel
qui ne serait que masculin. Et pendant très longtemps, l'universel, c'était les hommes, dans le fond. Regardez la citoyenneté française. Tous les hommes naissent et meurent et demeurent libres et égaux en droit. D'accord, mais le Code civil Napoléon dit c'est l'homme qui est chef de la famille, les femmes obéissent. Bon, le droit de vote, pourquoi les femmes voteraient-elles? La politique n'est pas pour elles. L'universel, là, dans ce temps du 19e siècle, et encore d'une large partie du 20e siècle, c'était la bonne conscience masculine quand même. Et par conséquent, faire l'histoire des femmes, c'est d'abord critiquer ces notions qu'on nous donne, qu'on nous assène, et qui se révèlent incomplètes, voire masquent à une réalité qui ne correspond pas du tout. Donc, universel, bien sûr. Il n'y a pas plus universaliste que moi. Il y a quelque chose que je voudrais vous... Ça va être l'occasion pour moi de revenir sur différentialisme et universalisme, qui a été un problème que nous avons beaucoup discuté en histoire des femmes. Mais universalisme, oui, mais à condition que cet universel englobe la différence des sexes et est en lui-même une notion de l'égalité des rapports entre les sexes. Je ne parle que des sexes ici, mais on pourrait évidemment parler aussi des rapports de race. Qu'est-ce qu'un universel qui ne reconnaît pas l'égalité avec l'autre race? Autrement dit, je pense qu'il y a une charge critique qui me paraît importante. Alors, puisque vous me donnez l'occasion de revenir sur universel et différentialisme, ce qui n'est pas votre problème, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait ce que vous disiez. Les féministes des années 70, 80 et un peu après discutaient beaucoup là-dessus, beaucoup. Et il y avait vraiment deux versants, ce qui prouve qu'on peut ne pas être d'accord. Et je crois qu'il faut d'ailleurs insister là-dessus. Il faut dire qu'il y a plusieurs féminismes. Il n'est pas honteux de penser qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses et peut-être pas sur d'autres, et qu'on voit les choses différemment. Je crois qu'il faut être large de ce point de vue-là. Eh bien, les différentialistes disaient femmes. Il faut penser femmes, c'est-à-dire le corps des femmes, l'écriture des femmes. Qu'est-ce que c'est que l'écriture des femmes? Il faut développer l'écriture des femmes. Il faut véritablement se penser en femme. N'est-ce pas? Et à la limite, ça c'était Monique Wittig qui disait ça, la seule femme, au fond, c'est la lesbienne. N'est-ce pas? Parce qu'elle refuse complètement la domination masculine et elle porte véritablement la féminité, en quelque sorte la féminité. Donc, et toutes les femmes n'étaient pas d'accord là-dessus, bien sûr. Mais il y avait beaucoup de femmes, chez les littéraires surtout. Il y avait les psychanalystes et les littéraires. Il y avait un peu une division dans les disciplines. Les littéraires étaient très tentés par ça, parce qu'elles disaient, oui, voilà, pour nous, un beau programme, c'est de retrouver les écrivaines femmes, et l'écriture des femmes, essayer de voir s'il y a une écriture des femmes. Oui, il y a probablement une écriture des femmes. Il faut la trouver, il faut la promouvoir, etc., etc. Et les psychanalystes aussi. Les psychanalystes s'enfonçaient, au fond, dans le féminin, prendre à bras le corps le féminin, au sein de la psychanalyse, et réfléchir là-dessus absolument. Et ça a été notamment toutes les... Antoinette Fouque. Oui. Antoinette Fouque, Psychépo, il y avait un séminaire qui s'appelait Psychanalyse et politique, qui développait beaucoup ces théories-là. Il y a eu Lucie Irigaray, la grande psychanalyste Lucie Irigaray. Il y avait un autre versant, beaucoup plus beauvoirien, qui se revendiquait de Simone de Beauvoir, qui était majoritaire quand même, je dois dire, et qui était surtout chez les sociologues, les historiennes de ce côté-là. C'était, les anthropologues aussi d'ailleurs, c'était, non, l'universel. Voilà, le masculin-féminin, nous revendiquons l'universel. Le féminin n'est pas une catégorie particulière, c'est une manière d'être humain,
de l'être humain, une manière d'être de l'être humain, mais naturellement qui est aussi universelle que l'homme. Et arriver à rendre l'universel bisexuel, peut-être plus d'ailleurs, hein. Derrida disait ni un ni deux, mais trois. Il faisait face, il pensait au transgenre, par exemple. Hein. C'était, voilà. Alors, cette discussion-là, vous ne pouvez plus vous imaginer aujourd'hui à quel point elle a été clivante. Mais clivante au point que des femmes ne se parlaient plus à cause de ça. C'est vrai. Et quand Antoinette Fouque est morte, je suis allée à son enterrement. Je l'avais d'ailleurs rencontrée quelque temps auparavant. Elle m'avait d'ailleurs dit: Michel Perrault, vous et moi, on n'a pas été d'accord. On devrait écrire un livre sur nos désaccords. Je dis oui, peut-être, on verra. Bon. Je suis allée à son enterrement, bien triste d'aller à son enterrement. Eh bien, croyez-vous qu'il y a des femmes qui m'ont dit: Michel Perrault, vous êtes allé à l'enterrement d'Antoinette Fouque? C'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Et en Italie, les Italiennes étaient très généralement différentialistes. Alors elles, véritablement, ça se comprend très bien dans la culture italienne, où le masculin et le féminin sont très clivés, où le rôle de la femme, la mère, enfin, est très, très, très important, magnifié même. Alors elles se sont emparées de ça en essayant de le déconstruire, en essayant d'en faire l'histoire, mais en se revendiquant du féminin. Un féminin qu'on allait rendre triomphant, un féminin qu'on allait revendiquer, mais un féminin féminin. Voilà. Et nous, on était beaucoup plus genre. Voilà. On était beaucoup plus déconstruction, non pas un, deux, mais trois. Enfin voilà. On était plutôt, les historiennes étaient plutôt de ce côté-là. Alors voilà ce que vous m'avez donné envie de dire. Vous voyez ? Juste devant. Du coup, je voulais juste revenir sur la contraception parce que vous avez dit que c'était une possibilité. Concrètement, c'est pas une possibilité, c'est une certitude que la contraception, le fait qu'elle est majoritairement féminine, c'était une raison, alors volontaire ou pas, je ne sais pas, mais c'était pour des raisons de dominance parce qu'il y a eu des tests, il y a eu des recherches pour une contraception de type pilule pour des hommes, sauf qu'en fait, ça n'a jamais été mis en vente. C'était aux États-Unis, du coup, et ça n'a jamais été mis en vente parce que les effets secondaires étaient apparemment trop problématiques, sachant qu'en fait, les effets secondaires, ce sont les mêmes que les femmes ont actuellement en prenant la pilule. Qu'elles peuvent avoir en prenant la pilule, c'est exactement les mêmes, sauf que pour les hommes, c'était considéré comme trop compliqué, comme trop difficile, et donc leur pilule n'a jamais été mise sur le marché. Donc je nie pas l'intérêt de la pilule pour les femmes, parce que je pense effectivement que c'est un outil qu'on doit avoir et qu'on doit garder. Le fait que la contraception soit quasiment uniquement sur le dos des femmes, c'est quand même un problème. Oui. Je reconnais, tout à fait. Je reconnais que c'est un vrai problème et qu'il est probable que je vous ai mal répondu sur ce point, en effet, en disant non, c'est très bien. Oui, vous avez raison. C'est problématique qu'au fond, ce soit à nouveau les femmes qui assument ça seules, ou presque seules en tout cas. Oui. Ok. D'accord. C'est quand même une libération. Comment ? C'est quand même une libération. Oui, mais ça, Voilà. oui, c'est une libération. Le Mais bébé et le lumin. Mais les jeunes femmes qui sont là se font l'écho de ce que j'ai rencontré aussi aux États-Unis, où beaucoup de jeunes femmes critiquaient justement la pilule en disant mais quand même, on nous renvoie la pilule libération, mais elle a des inconvénients. Hein, et par conséquent, il y en avait qui refusaient même la pilule en disant que non, il fallait trouver d'autres moyens parce qu'elles estimaient qu'elles avaient trop à payer pour ça. Donc, oui, le problème demeure. Le problème demeure et il faut chercher, sans doute. Et puis, peut-être que les hommes ont à se convaincre. Je pense qu'il y a des... Je ne vais pas parler pour les hommes, d'abord, j'en sais rien. Hein, mais il y a aussi peut-être des hommes qui voient dans les comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle la pilule pour les hommes? Je ne sais plus comment on l'appelle. Et ils voient ça comme dévirilisant, un peu.
Il y a ça aussi, il y a l'idée de la virilité. Il ne faut pas empêcher un homme de produire sa semence, parce que la semence, c'est... Platon l'a dit, hein, les philosophes l'ont dit, François Héritier l'a montré dans ses écrits, c'est la force créatrice des hommes. Voilà. Et au fond, quand on y réfléchit, dans cette idée-là de la contraception qui appartient aux femmes, c'est toujours un petit peu dans l'idée que les femmes, c'est le vase. Hein, et qu'il est plus facile de clore un vase que de supprimer le jet. Voilà. J'y ai pas réfléchi, ça me vient comme ça. Mais c'est vrai dans le fond. Hein. Alors, qui veut me poser encore une question? Bonsoir. Oui. Ma question, c'est par rapport au mai 68. Alors, la lutte féministe est l'un des sujets traditionnellement attribués à mai 68. Et elle apparaît d'une façon répétitive sur la forme d'un cliché dans les représentations les plus médiatiques, étant l'un des éléments les plus importants de ce qu'on peut appeler le mythe des événements. Alors que dans le journal de la commune étudiante, on trouve que bien que la participation des femmes au mouvement universitaire a été absolue et continue, je cite, le mouvement ne se posa cependant que très rarement le problème de la condition féminine. Alors, de la même façon qu'il arrive avec d'autres revendications sociales, comme les droits des homosexuels, le féminisme est un sujet qui n'est pas encore présent dans les débats des principales organisations politiques universitaires, mais il se concentre au sein de petits groupes plus spécialisés ou minoritaires. Je sais, Philippe Artir, je crois qu'il le dit. Alors, c'est Christine Ross, dans son livre Mai 68 et ses vies ultérieures, Oui. qui dit que cette explication de mai 68 comme un mouvement féministe, c'est une explication qui apparaît dans les années 80. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? Ah mais merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, avec lequel je suis très d'accord, en gros d'accord. Mai 68 n'est pas un mouvement féministe, non, non. C'est tout à fait autre chose, c'est un mouvement politique, social, tout ce que vous voulez. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Elles sont présentes. Mais c'est pas... ça a été un mouvement où il y a eu beaucoup de libération sexuelle dans les fêtes. Hein, dans les fêtes, ça a été considéré comme un peu la fête du sexe aussi, un mouvement de rencontres, etc., etc. Peut-être d'ailleurs moins qu'on ne le dit, en fait, hein, parce que les étudiants à la Sorbonne, ils étaient quand même drôlement occupés par les mouvements politiques, etc., etc. Oui, non, non, 68 n'est pas un mouvement féministe, mais le féminisme naît de 68 quand même, là, beaucoup, je crois tout de même. Parce que, je vais me répéter un petit peu, mais les femmes étaient présentes, on ne les tenait pas tellement en compte. Dans la Sorbonne occupée, il y a eu quand même deux femmes, Anne Zelensky et Jacqueline Feldman, qui étaient des disciples de Simone de Beauvoir d'ailleurs, et qui ont organisé une réunion sur, je ne sais plus le titre que ça avait, vous voyez, je devrais le savoir pourtant, sur la question des sexes, les femmes, la sexualité, etc. Elle s'attendait d'ailleurs à ce qu'il n'y ait personne. En réalité, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde. Mais ça n'a pas continué. Elle le raconte elle-même. Elle dit, ça a été... Oui, elles ont mis une pancarte, tout le monde pouvait mettre des pancartes, il y avait des réunions sur tout ce qu'on voulait. Elles ont mis une pancarte, il y a eu plein de monde, les gens en ont beaucoup parlé, et puis c'était sans lendemain. Voilà, c'était sans lendemain. Et c'est un peu pour ça que finalement le MLF est né. Il est né aux États-Unis, bien entendu, mais il est né en France de cette carence-là, de cette carence. Françoise Pic, qui était étudiante hein, à ce moment-là, a écrit un très beau livre qui s'appelle Les années mouvement, les années 68 et après, et elle raconte très bien ça. Elle-même, elle appartenait au mouvement Révolution, c'était un mouvement gauchiste assez radical, mais
elle était très engagée, mais elle constatait que les femmes, c'était pas une question, et que si les femmes voulaient vraiment se faire entendre, c'était elles qui devaient poser la question. Voilà. Et ça a été important. Enfin, je crois que je fais un peu répéter ce que vous racontez, ce que vous voulez dire. Bonjour. Je suis ici. En haut à gauche. Enfin, milieu. Non, c'est bon, je suis je reviens sur le différentialisme, sur le débat entre le différentialisme et l'universalisme. Vous dites qu'on cherche des écrits de femmes, des paroles de femmes. Est-ce qu'à l'époque du développement de l'histoire des femmes, on écrit comme une femme? Est-ce qu'on sent que c'est une femme qui écrit et donc ces écrits n'auraient pas pu, enfin cette histoire des femmes n'aurait pas pu être faite par un homme? Et surtout, est-ce qu'on tend aujourd'hui vers un universalisme dans les écrits sur l'histoire des femmes? Alors, y a-t-il plusieurs façons d'écrire l'histoire? C'est pas simple, votre question, en réalité. Oui, par les questions qu'on pose, quand même. Ça, c'est fondamental. Je pense que l'histoire des femmes est née de la question « Où sont les femmes? Ont-elles une histoire ?» Et c'est né du mouvement des femmes. Là, vraiment, il y a une origine militante, existentielle, plus largement que militante, existentielle, portée par des femmes qui en ont pris conscience, qui militent, mais à partir du moment où elles sont historiennes, elles entendent faire de l'histoire bien, quoi. Voilà. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire que les femmes ont toujours raison. Ça n'a aucun sens. Les femmes ont parfois raison, parfois pas raison. D'ailleurs, c'est peut-être même pas une question historique. Non, c'est pas ça. Il faut prendre les instruments, chercher, piocher, trouver de nouvelles sources, poser de nouvelles questions, et voilà. Alors, dans notre histoire des femmes en Occident, on était très pénétrés par l'idée de la parole des femmes. En effet, il fallait pas seulement que nous construisions notre propre analyse, notre propre discours, il fallait essayer de faire entendre cette parole. Chaque volume, nous l'avions décidé, se termine par un texte de femme pris dans la période recouverte par le volume en question. Par exemple, Pauline Schmidt, qui a dirigé le volume sur l'histoire ancienne, l'histoire antique, termine par un très beau texte de la martyre Perpétue, qui écrit une lettre alors qu'elle va être martyrisée, elle va mourir, où, évidemment, c'est très féminin, ça, on peut dire. Elle a un enfant et elle pense à cet enfant. Et elle lui adresse un dernier message. C'est un texte bouleversant, un texte absolument magnifique que Pauline avait voulu faire figurer dans ce volume. Et dans le volume médiéval, Danielle Régnier-Boller, alors elle n'a pas seulement, il n'y a pas seulement un texte de conclusion des femmes, il y a tout un chapitre sur paroles de femmes où véritablement elle essaie de faire entendre. Alors au Moyen-Âge, il y a quand même beaucoup de choses. Les femmes commencent à écrire, à parler. Il y a beaucoup. C'est beaucoup plus. Si vous voulez, on voit le volume, la voix au fond des femmes qui progressent dans l'histoire. Nos collègues de l'Antiquité disent nous, on n'a rien, on n'a presque rien. On est obligé de décrypter les femmes, même à travers des images. Par exemple, François Lizarrague, un homme, qui a participé toujours à ce fameux volume de l'Antiquité, il déchiffre les vases grecs. Il regarde les vases grecs et où sont les hommes, où sont les femmes sur les vases grecs? Dans quelle position sont les uns les autres, ce que font les uns les autres? Un peu comme on ferait avec une bande dessinée, si vous voulez. C'est formidable. Il en tire énormément de choses. Mais nos collègues nous disent, on fait ça parce qu'on n'a pas autre chose. Au Moyen-Âge, c'est plus du tout la même chose. Vous avez des femmes qui écrivent. Hein, Christine de Pisan, évidemment, c'est un peu tard, Christine de Pisan, mais vous avez des abbesses. Hein, parce que, voilà encore un problème très intéressant. Est-ce que le christianisme a libéré les femmes? Oui et non. Oui, parce que le christianisme a quand même dit les femmes sont des personnes
comme les hommes. Ce que disait pas l'Antiquité. Hein. Donc c'est intéressant. À partir du XIVe siècle, XIIIe siècle, l'Église demande que dans le mariage, les femmes donnent leur consentement. C'était nouveau. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur a demandé. Alors là, il a fallu beaucoup de temps pour que ce soit vraiment réalisé. Alors là, c'est encore tout à fait la différence entre la théorie et la pratique. D'un autre côté, l'Église est une société masculine, l'Église, le clergé, absolument. Hein. Et aujourd'hui encore, l'idée qu'il pourrait y avoir un pape femme, il y en a une, hein, il y a eu la papesse Jeanne, enfin, bon, considérée comme tout à fait folklorique, et est encore quelque chose qui paraît impensable. Hein. Autrement dit, l'Église catholique, ça me paraît très très intéressant à étudier sous l'angle masculin-féminin. Mais c'était peut-être pas la question que vous m'aviez posée. Pas tout à fait. On dérive quelquefois. Mais pour les voix, oui, si vous me posiez des questions sur les voix, faire entendre les voix de femmes, oui, c'était notre souci et c'est très important. Et pour revenir à votre question initiale, je ne pense pas qu'on écrive différemment l'histoire en tant qu'écriture, différemment parce qu'on est une femme. Mais on le fait tout de même différemment en posant cette question comme centrale. Et donc, ça amène à un tout autre regard, en tout cas, un regard différent. Là, je crois que c'est important. Et de ce point de vue-là, les universalistes étaient parfaitement différentialistes dans leur pratique. Bonsoir. Michel Perrault, d'abord, j'étais très touché que vous disiez un mot sur Roland de Trempé, dont je fus un des élèves. Et c'est peut-être à partir de là que vient ma question, où j'essaye d'articuler vos deux passions, celle pour le mouvement ouvrier et ses luttes, et celle du féminisme. Le 8 mars, aujourd'hui, est très largement noté, dit comme journée des femmes. N'y voyez-vous pas un glissement par rapport à cette formulation quand on sait comment est né le 8 mars en 1910 lors du congrès de l'Internationale ouvrière à Copenhague, qui avait comme objectif une journée de lutte pour les droits des femmes, à la fois mettant en mouvement des femmes et des hommes. Bon, certes, une utopie peut-être, mais une utopie extraordinaire et, j'oserais dire, partiellement mise en place à certaines périodes. Merci. Oui, alors, au fond, qu'est-ce que vous me demandez là? je dirais comme vous, comment vous dire? Je vais parler franchement dans le fond. Hein. Le 8 mars, ça ne m'emballe pas. Je ne suis pas très faite comme ça, commémorative, où on se donne beaucoup de mal pour... Bon, je ne suis pas comme ça ne m'emballe pas. Mais, reconnaissons que c'est une occasion, après tout. Hein, et que depuis que ça a été remis sur le terrain, surtout depuis l'époque socialiste quand même, hein, c'est à ce moment-là que Yvette Roudy remis un peu le 8 mars. C'était un rendez-vous, une occasion de réfléchir, alors qu'on n'en parle pas tellement. Et c'est vrai que si on supprime le 8 mars, c'est vrai qu'il y aura moins de choses sur les femmes, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Maintenant, qu'on veuille rendre le 8 mars plus universel, hein, en voyant l'ensemble des oppressions, en se posant le problème aussi des hommes opprimés, mais pourquoi pas des hommes opprimés par les femmes pourquoi pas aussi? Oui, bien sûr. Et notamment, peut-être, puisque vous avez évoqué le social, en réfléchissant au croisement du social et du genre, hein, du social et du sexuel. Hein. Qu'est-ce que c'est, par exemple, mettons pour le 19e, d'avoir été une ouvrière? Qu'est-ce que c'était qu'être une ouvrière? Est-ce que, dans l'existence d'une ouvrière, c'était
l'oppression sociale qui dominait ou pas Comment était-elle, comment vivait-elle son genre en définitive? Ben ça, c'est des choses sur lesquelles on ne sait pas toujours grand-chose. Quand j'ai travaillé sur Lucie Beau, publiant ce livre qui s'appelle Mélancolie ouvrière, Lucie Beau, si on regarde son histoire, eh bien, dans le fond, elle a été dans sa lutte plus soutenue par le mouvement ouvrier, notamment Oda, qui était un Italien et pour lequel elle avait beaucoup d'admiration. Gérard Mordilla, dans le film qu'il a fait à partir, la rend amoureuse d'Oda, après tout, pourquoi pas, peut-être, hein, j'en sais vraiment rien. Mais pas par sa famille. Voilà. Au fond, cette femme-là, le mouvement ouvrier en l'occurrence, et pourtant le mouvement ouvrier n'était pas féministe en général à cette époque-là, non, pas du tout. Mais il a quand même vu en cette femme une femme exceptionnelle qui se battait pour les femmes, surtout pour les Italiennes. Elle se battait beaucoup pour les Italiennes. Et du coup, Oda, qui était militant italien, ça a fait tilt pour lui et il a trouvé formidable et il l'a beaucoup soutenu. Alors que, encore une fois, ses parents l'avaient laissé tomber déjà depuis un certain temps. Ses filles étaient, une adolescente et une plus jeune, souffraient de la voir engagée comme elle était. Et si elle a fait une tentative de suicide, cette femme, hein, elle l'a mis sur le document que le commissaire de police a retrouvé pour chagrins familiaux. Autrement dit, là, c'était la famille qui était pour elle le poids le plus grand. Et en l'occurrence, le mouvement ouvrier a été une peut-être porte ouverte à un petit peu plus de liberté. Donc la question du sexuel et du social, du genre, dans la classe ouvrière, est un problème important, autrefois et probablement aujourd'hui aussi. Très probablement aujourd'hui aussi. Bonsoir, Madame Perrault. Et ici, là. C'est bon, vous m'avez vu? Bon. J'ai une petite question, et je vais reprendre tant bien que mal votre métaphore du jet dans le vase. Ça concerne la langue finalement et l'histoire de la langue par rapport à la domination. On connaît évidemment l'histoire qu'on nous radote depuis qu'on est petit, le masculin l'emporte sur le féminin, les droits de l'homme et pas les droits des hommes, comme en espagnol on peut le dire, derechos humanos ou human rights. Mais plus concrètement, je voulais voir avec vous comment vous percevez ce que montre Pierre Bourdieu, par exemple, dans la domination masculine, c'est toute la verbalisation qu'il y a autour des mots, notamment dans les rapports sexuels, entre le masculin qui est vu comme quelque chose de positif, on montre la verge qui est positive, je ne vais pas utiliser les mots qu'il emploie de manière très argotique ici, mais entre le positif et le négatif qui est associé directement à la femme qui, elle, doit subir en fait l'acte. Et puis, ça nous mène aussi à des histoires, à des biais qui peuvent aussi se tourner du côté de la sexualité, avec l'homosexualité qui est perçue comme une perte de virilité, etc. Oui. Alors, je pense que c'est un véritable champ d'étude, hein, de savoir en effet comment la langue est structurée et comment les mots de l'amour ou de la sexualité sont construits. Et c'est pas très étonnant, au fond, hein, qu'il y ait cette vision du corps des femmes comme quelque chose qu'on pénètre, qui est passif, qui est ceci, qui est cela, et qui finalement contribue à donner l'image d'une sexualité qui ne serait que passivité. Or, nous savons bien que c'est plus... Les femmes ont découvert leur sexualité, elles l'ont fait découvrir à d'autres, donc on sait bien que ce n'est pas le cas. Mais oui, la langue est un pouvoir. La langue est un pouvoir. Alors, comment est-ce que la langue a exercé ce pouvoir au cours des temps sur toutes les catégories de la société? C'est un sujet absolument passionnant. Alors, comment défaire ça? Comment arriver à défaire les choses? Alors, moi, je vais vous répondre modestement.
je suis pour la féminisation, c'est peut-être pas d'ailleurs ce que vous me demandiez, mais je vais répondre quand même. Je suis pour la féminisation autant qu'on peut, de tous les noms de métiers, et c'est très facile. Une femme auteure, c'est pas compliqué quand même. Hein. Une femme directrice de recherche au CNRS, c'est franchement pas compliqué. Hein. Et j'ai des collègues qui ne veulent pas. Hein. J'ai des collègues qui, pour elles, il faut, si elles sont parvenues à être directeurs de chasse au neuf, surtout pas féminiser, parce que ce serait diminuer leur position. C'est d'ailleurs très intéressant comme remarque. Ça montre la force prégnante du langage. On peut faire beaucoup de choses, je crois, dans ce domaine. Je pense aussi qu'il y a des formes dans les accords accordé avec le dernier, victorieux et victorieuse, enfin je ne sais pas, enfin, avec le dernier dans une phrase, mettre au féminin si c'est le dernier mot est féminin. Je pense qu'on peut faire énormément de choses. Alors par contre, je dois vous avouer, mais j'ai mauvaise conscience, que l'écriture inclusive, ça me fait peur. Voilà. Je trouve que c'est difficile, je trouve que c'est un casse-tête, je trouve que... je pense aux professeurs qui ont à enseigner la langue aux enfants, c'est déjà tellement compliqué. Je me demande comment ils vont s'en sortir. Donc, je vous avouerai que je ne suis pas fanat, mais qu'en disant ça, je n'ai pas extrêmement bonne conscience. Une de mes collègues et amies, Eliane Viennot, qui est littéraire, a publié un livre là-dessus, se bat beaucoup pour ces questions-là. Elle m'avait demandé de signer la pétition pour l'écriture inclusive. Je lui ai expliqué pourquoi, que je ne le faisais pas. Voilà. Mais peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que j'évoluerai comme on évolue sur beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas commode, ça. C'est pas commode. Mais déjà, féminisons tout ce que nous pouvons et qui est si simple, dans le fond. Hein. Au fond, déjà, ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Je me souviens que Benoît de Groult, qui a été une amie respectée et aimée, me trouvait beaucoup trop timide. Je me souviendrai toujours de lui avoir envoyé un jour une invitation pour un colloque sur les femmes, je crois d'ailleurs. Elle me l'a renvoyé en corrigeant, en me montrant tous les endroits où je l'aurais, c'était pas moi toute seule d'ailleurs, c'était un groupe, on aurait pu féminiser. Elle était fer de lance de la féminisation de la langue. Et quand Yvette Roudy avait créé un groupe pour la féminisation des noms de métiers, elle en était vraiment la cheville ouvrière. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire. Mais je ne suis pas très sûre d'avoir répondu complètement à votre question. Il va falloir s'arrêter. Hein. On s'arrête. Oui. Peut-être pas deux, parce que... Oui. À quelle heure est mon train? Non, c'est parce que c'est un peu fatigant. Oui. Voilà. Non. Une question. Une question. C'est parce que j'ai un train à prendre ce soir. La seule question, seul problème. Vous posez une question? Moi, c'est plutôt une observation que je fais. Je suis là. Vous êtes là? Là? Oui. Troisième. Ah. Moi, c'est plutôt une observation que je fais. Est-ce que l'universel n'aurait d'intérêt que s'il est singulier? Est-ce que l'universel aurait opéré? Non. L'universel n'aurait d'intérêt que dans la mesure où il serait singulier. Ah, je comprends pas. Ben, moi non plus. Est-ce que l'universel n'aurait d'intérêt que s'il est singulier? Mais je comprends pas plus. Alors, un universel des universaux. C'est ça? Je comprends mal. L'universel, c'est une aspiration à l'universel, c'est-à-dire à un être reconnu pleinement pour tout et dans toutes les acceptions. Je vois pas. Je ne sais pas répondre. Mais peut-être vous avez une réponse. Quoi non? Quelqu'un a la réponse? Ah non, j'ai juste une question avant.
Oui, donc je voulais revenir un peu sur la notion de différentialisme et d'universalisme. Et au niveau de la production artistique, je me demandais si justement une certaine différenciation, reconnaître que les femmes ont produit différemment de par leurs oppressions et de par leur histoire, permettrait de les inclure dans un universalisme qui serait beaucoup moins sous le prisme masculin. En fait, est-ce que justement reconnaître le travail des femmes permettrait de l'inclure dans l'universel et changer cette définition du universel? Oui, la réponse est oui, ça absolument. Reconnaître le travail des femmes, c'est ça qui, en effet, peut contribuer. Alors, juste une remarque, il y a quelques années, il y a eu à Beaubourg une grande exposition qui s'appelait Elle, au pluriel, E2LES, et où étaient montrées beaucoup d'œuvres de femmes. C'était formidable. Formidable. Ça avait, je crois, un pouvoir de révélation considérable, et en même temps, je crois que ça éclairait, oui, au fond, un certain différentialisme. On voyait que ces femmes artistes, au moins certaines d'entre elles, bien sûr, s'étaient posé la question de leur féminité dans l'art. Hein. Et qu'est-ce que ça voulait dire être une femme dans l'art? Avoir un corps de femme et l'exprimer dans l'art, etc. Et c'était vraiment illuminant, je trouve. J'ai gardé un souvenir ébloui de ça. Il y avait d'autres œuvres. Non, il y avait des œuvres où on ne pouvait pas savoir si c'était signé par un homme ou par une femme. C'était un peu indistinct. Et je crois qu'il faut admettre ça aussi. Une femme n'est pas... Quand elle peint, quoi, voilà. Et elle peint comme femme, elle peint aussi comme 1, 2, 3, et peut-être des choses à imaginer. Et oui, c'est compliqué. Mais en tout cas, reconnaître le travail des femmes, c'est quand même quelque chose, en effet, de tout à fait essentiel. Alors, j'ajoute, pour terminer là-dessus, que toutes les femmes artistes n'avaient pas été contentes de ça. Il y en a justement qui disaient « Moi, je suis peintre, point final. Hein. Et par conséquent, je ne veux pas être cataloguée comme femme. Je peins, et puis je fais ce que je veux. » Voilà. Et ça, il faut reconnaître aussi, une femme comme George Sand, par exemple, elle a pris un pseudonyme masculin parce que, à son époque évidemment, elle ne voulait pas être cataloguée comme femme auteur. Ne dites surtout pas que je suis une femme auteur, disait-elle. Non. Pourquoi? Parce que les femmes auteurs, elles écrivaient des trucs un peu guimauves, qu'on leur demandait naturellement, des choses pour enfants, des livres de cuisine, des romans un peu à l'eau de rose, etc., etc. Elle disait non. Moi, je veux être un écrivain. Et son modèle, au fond, c'était son alter ego, c'était Victor Hugo, entre autres. Et elle voulait avoir ce nom masculin dont elle a été tellement fière. Alors là, vous parliez tout à l'heure des noms qu'on transmet. Elle disait, moi, j'ai fait mon nom, et c'est ce nom-là que je transmets à mes enfants. Elle avait balayé les du devant, du pain, tout ça. Elle avait tout balayé, elle avait créé son nom, elle avait donné son nom. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une femme assez formidable. Merci dans le micro quand même. Merci beaucoup à vous. C'était une rencontre formidable pour moi. Merci.